Bonjour. Alors pour le cours 18, il n'y a pas de nouvelles matières. En fait, on va se concentrer pour quelques cours sur réviser ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé la section sur la mécanique. Donc, on va faire beaucoup d'exercices d'exemples aujourd'hui. On va juste commencer par faire un petit rappel là, de deux choses qui vont revenir à répétition. On a vu que lorsqu'un objet est proche de la surface de la Terre, on peut calculer facilement la force gravitationnelle si on connaît sa masse en kilogrammes. Il suffit de multiplier la masse de l'objet en kilogrammes par 9,8 et à ce moment-là, on obtient la grandeur de la force gravitationnelle en newton. Donc ça, c'est quelque chose dont on se sert très souvent. Ensuite, une autre formule dont on se sert très souvent, c'est la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton nous dit que la force totale exercée sur un objet est égale à sa masse en kilogrammes fois l'accélération que la force provoque. Donc, voici les unités, là, force résultante Newton, masse en kilogrammes et l'accélération à ce moment-là sera en mètres par seconde carré. On voit ici l'effet sur la vidéo là, de cette équation-là. Donc, l'astronaute exerce une force en soufflant sur des balles, mais les trois ont des masses différentes. Si dans l'équation de la deuxième loi de Newton, on isole l'accélération, imaginez qu'on isole le A. À ce moment-là, A serait égal à F sur M. Donc, la force ici est constante. Pour les trois objets, c'est la même force, mais on divise par une masse différente. Donc, plus la masse est lourde, plus qu'on divise par un gros chiffre, alors plus que l'accélération est aussi petite. Donc, on le voit là sur la vidéo, l'effet. À remarquer aussi qu'on peut dire que lorsqu'un objet est immobile, bien, son accélération est 0. Donc, à l'équation ici, la partie à droite serait égale à 0, ce qui fait que c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'un objet est immobile ou à l'équilibre, la force totale qui s'exerce sur l'objet est nulle. OK, donc voici les exercices qu'on va couvrir aujourd'hui. Vous allez avoir des lectures, mais donc les pages 150 à 152. Pour le reste, je vais faire beaucoup de ces exercices-là en exemple. Mais je vous suggère néanmoins que vous fassiez pause sur la vidéo à ce point-ci, puis que vous commencez à essayer de voir ceux que vous êtes capable de faire par vous-même parmi la liste. Maintenant, on va y aller avec le premier ici, le numéro 3, entre les pages 142 et 146. Donc ici, on a un cadre qui est suspendu par deux cordes, puis on donne des angles entre chacune des cordes puis le plafond. J'ai ajouté ici des plans cartésiens pour que vous voyez bien l'orientation des tensions. Là, je vais mettre des flèches pour les forces en jeu. Donc, sur le diagramme de corps libre, ici, on a premièrement la force gravitationnelle qui s'exerce vers le bas du cadre. Donc, le cadre est attiré vers le centre de la Terre. C'est suspendu dans les airs. Donc, on regarde ça dans un plan vertical. Ensuite, on a une tension, une force dans chacune des cordes qui va soutenir le cadre. Les grandeurs des deux tensions sont fournies dans l'énoncé. On dit que celle de droite, c'est 27,76 newtons, puis celle de gauche, 16 newtons. Alors, on va se servir des angles qui sont donnés sur le schéma parce que vous voyez, dans le fond, nous, on a besoin de l'orientation de chacune des forces pour l'utiliser dans le calcul des composantes. Fait qu'ici, ben pour la première force, ben je vous rappelle, c'est pour ça que j'ai mis des repères cartésiens, c'est qu'on doit toujours mesurer l'orientation à partir du début du vecteur. Donc, j'ai mis un point de repère, une origine au début de chacune des forces. Puis ensuite, on part de l'axe des X, sens anti-horaire, puis on tourne jusqu'au vecteur. Donc, pour le premier, ici, vous voyez, en fait, c'est alterne-interne. Le plafond ici est parallèle à l'axe des X, donc on a un angle de 60 degrés ici en rose. Donc, l'orientation est clairement de 60 degrés pour le premier. C'est un vecteur qui pointe dans le premier cadran. Dans le cas du... en fait, je dis le premier, ça c'était le fil 2, ce que je pointais. Maintenant, le fil 1, lui est dans le deuxième cadran. On a encore un effet alterne-interne, là, donc l'angle de 30 degrés qu'on retrouve entre le plafond et la force, c'est aussi le même angle qu'on a entre la force et l'axe des X négatifs. Donc 30 degrés ici, en dessous de la flèche à gauche, ça veut dire qu'on est à donc 180 moins 30, donc ce qui fait 150 degrés d'orientation pour cette force-là. Et ensuite, la dernière force, c'est la force gravitationnelle qui, elle, est orientée à 270 degrés parce qu'on a 90 degrés 3 fois avant d'arriver à la force. Donc, sachant ça, ce qu'on va utiliser, là, c'est que on sait que le cadre est immobile, il n'accélère pas, donc c'est à l'équilibre, ce qui implique, là, on a vu la force totale égale la masse fois l'accélération, mais il n'y a pas d'accélération.
Donc, on va pouvoir dire que la force totale est égale à 0. Alors, là, comme on travaille avec des angles, on n'a pas le choix. Il faut travailler séparément les composantes X et Y. J'espère que vous commencez un petit peu à vous être habitué à ce concept-là, à ce point-ci. Mais c'est ça. Donc, on ne peut pas juste travailler avec les grandeurs des forces. Là, ici, on cherche la grandeur de la force gravitationnelle. On va pouvoir la déduire selon la direction Y. En fait, ici, la direction X, on n'a pas besoin de faire de calcul ici en X. C'est pas utile parce qu'on cherche une force qui est verticale, donc seulement en Y. Si on faisait un calcul en X, tout ce qu'on trouverait, c'est que la force dans la corde à droite, sa composante X annule celle qui est vers la gauche. Donc, c'est pas vraiment utile, mais on va aller chercher les composantes Y. Donc, je vais un peu alléger le schéma ici, là. Maintenant, si on regarde le fil 1 pour commencer, la tension est de 16 newtons. Donc, on a à l'échelle une représentation ici de 16 newtons qui serait l'hypoténuse. Puis, on a une composante en X ici vers les négatifs, puis une composante en Y vers les positifs. J'ai remis le 30 degrés dans le schéma, mais c'est pas lui qu'on va utiliser dans le calcul de la composante parce qu'on doit prendre dans le calcul de la composante l'angle total par rapport à l'axe des X sans sentier horaire. Donc, l'orientation vraiment conventionnelle. Alors, la composante Y ici, ça va être la grandeur du vecteur qui est 16 newtons fois le sin de son orientation qu'on a établi comme 150 degrés. Donc, on obtient ici que la composante Y est de plus 8 newtons. Donc, c'est logique que ce soit positif parce que c'est vers le haut. Si on travaillait en X, ça aurait été une composante négative. Maintenant, si je regarde la corde ou le fil 2, lui, on a une grandeur de 27,76 newtons orientée à 60 degrés. Donc ici, la composante Y va être de la grandeur de 27,76 sin de l'orientation de 60 et ça donne 24,04. Là, j'ai gardé juste 3 chiffres significatifs. Donc, on en arrive à la force gravitationnelle, mais elle, on ne connaît pas sa grandeur. Cependant, on connaît son orientation. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un calcul similaire à ce qu'on a fait pour les deux autres. Donc, la force gravitationnelle, sa composante Y, ce serait la grandeur de la force gravitationnelle, mais là, je ne connais pas le chiffre, donc j'écris le symbole. Et fois sin de son orientation, elle, je la connais, c'est 270 degrés. Donc, le sin de 270 degrés, ça fait moins 1, ce qui fait que finalement, la force gravitationnelle en Y, c'est moins la grandeur FG, là, qui, elle, est une valeur absolue. Ce que ça fait ici, là, puis vous pourriez le faire en une seule étape si vous le visualisez, c'est que la force gravitationnelle, sa composante Y, c'est moins FG, la grandeur de la force gravitationnelle. Maintenant, j'ai fait ça morceau par morceau. On va tout assembler ici dans l'équation de la force totale en Y qui est égale à 0. Fait que j'ai toutes mes composantes Y ici. Si je les additionne, ça doit donner 0. Donc, ça me fait 8 plus 24 moins FG égale 0. Fait que là, à ce point-ci, la dernière étape, c'est facile, on isole et on trouve la grandeur de la force gravitationnelle. Fait que si vous avez bien fait ça, normalement, la grandeur d'une force, ça devrait être en valeur absolue. Donc ici, on obtient bel et bien une grandeur positive, c'est 32 newtons. La composante Y, elle est négative, moins 32 newtons, mais la grandeur de la force, elle, c'est la valeur absolue, c'est 32 newtons. Donc voilà pour le premier exercice. On passe maintenant à la question 5. Donc, dans la question 5, on nous fournit des schémas de deux vecteurs, deux forces, puis on veut trouver la force résultante. La résultante, c'est synonyme de la somme ou le résultat de l'opération mathématique là, de l'addition. Donc, dans le premier cas, on a deux vecteurs alignés avec des axes. Alors ici, on va tester un peu votre facilité à repérer les composantes là, facilement dans ces cas-là. On vous donne la grandeur des deux forces dans l'énoncé. Donc ici, on voit que la force 1 est seulement dirigée en Y positif. Ça implique que la composante X de la force 1, c'est 0. Ça veut dire que, parce que dans le fond, on pourrait le faire aussi, là, prendre la valeur de 120 puis faire le cosinus de son orientation qui est 90. Mais le cos de 90, ça fait 0. Fait que c'est ça que je veux tester. Là. Êtes-vous capable de le voir là, sans faire le calcul dans la question A, parce qu'elles sont alignées sur un axe. La composante Y de la force 1, elle, ben, c'est toute notre force qui est présente et qui est vers les positifs. Donc, j'ai simplement ici écrit plus 120 newtons. Ça s'obtiendrait aussi en faisant le calcul 120 sin de 90.
mais c'est plus rapide quand on est sur un axe de le visualiser directement. Pour la force 2, vous comprenez le principe, j'espère. Donc là, ici, on aurait une composante X qui est positive et qui contient toute la force. Puis c'est en Y pour celle-là qu'il n'y aurait pas de composante. Donc là, c'est un cas assez simple parce qu'on n'a qu'une composante Y puis une composante X. Techniquement, là, on pourrait faire l'addition, les X tout ensemble, la force 1 en X plus la force 2 en X, ça va faire 0 plus 150, ça fait 150. Puis même chose en Y, bien, la somme donne 120. Donc, on peut y aller directement avec la relation de Pythagore. Donc, FR, R ici, c'est pour force résultante. On aurait pu aussi écrire force totale. Ça va être la racine carrée des composantes X et Y de la résultante. Donc, on y va avec la relation de Pythagore, puis on obtient 192,1 newtons. Maintenant, il faut aussi son orientation. Donc, la formule pour l'orientation, sur votre feuille d'équation, c'est tan de moins 1 de la composante Y sur la X. Donc ici, on obtient par ce calcul-là 38,7 degrés. Là, vous avez vu peut-être, par exemple, dans le laboratoire ou dans quelques exercices que parfois, il faut corriger l'angle qu'on calcule dans cette équation-là. Mais ici, on n'a pas besoin de le corriger. Je dessine à peu près le vecteur résultant en rouge. On peut voir que on obtient le bon angle ici. Donc, la raison, c'est que la formule que vous avez nous donne l'angle entre le vecteur ici et l'axe des X qui se trouve le plus proche, que ce soit du côté négatif ou positif. Mais ici, on est du côté positif, donc on a une orientation conventionnelle avec cette valeur-là. Pas besoin de la modifier. Là, on écrit notre vecteur force résultante. Donc là, je vais mettre une flèche parce qu'ici, on va mettre son orientation. Vous comparez ici, là, quand je faisais la relation de Pythagore, je calculais seulement la grandeur. C'est pour ça que je n'avais pas mis de flèche là. Mais pour le symbole du vecteur, lorsqu'on met l'orientation et la grandeur, là, on met une flèche. Donc, voici la réponse. Maintenant, à la question B, ça se ressemble, mais là, il y a juste une des forces qui est alignée avec un axe. Donc là, il va falloir faire un petit calcul pour les composantes de la force 2. Donc, pour la force 1, ça reste comme en A. OK? La force 1 en X, il n'y a rien du tout. Elle est toute en Y. Donc, force 1 en Y, c'est plus 120 newtons vu que c'est dirigé vers le haut. Pour la force 2, là, il faut aller chercher l'orientation conventionnelle. OK? Le 30 degrés qui est donné là n'est pas adapté à l'équation qu'on a pour calculer les composantes. Ce que ça nous prend, c'est l'angle à partir de l'axe des X, sens anti-horaire jusqu'au vecteur. On peut l'obtenir en faisant 90 degrés moins le 30. Ça va nous donner 60 degrés ici. C'est ce qu'il faut utiliser pour le calcul de la composante. Donc, F2X, ça va être 150 cos de 60. Ça donne 75 newtons. Et F2Y, 150 sin de 60, ça donne 129,9 newtons. Ces deux composantes-là sont positives. Ça a du sens parce qu'on est dans le cadran 1. Maintenant, prochaine étape, là, on doit calculer la force résultante, c'est chacune de ces composantes. Donc, pour obtenir la X, on additionne les deux composantes X ensemble. 0 plus 75. Ça donne 75 newtons. Et pour la composante Y, on va faire la somme des deux composantes Y. Donc, 120 newtons plus 129,9 newtons et on obtient 249,9 newtons. Donc là, on a nos composantes X et Y de la force résultante. On peut donc utiliser Pythagore. Le théorème de Pythagore va nous permettre, avec les deux composantes, de calculer la grandeur de la force résultante. Donc, cette fois, c'est 260,9 newtons. Puis, l'orientation, encore une fois, on y va en faisant deuxième fonction tangente de la composante Y sur la X. Cette fois, on obtient un angle de 73,3 degrés. On peut se poser la question, est-ce qu'on va modifier l'angle de cette réponse-là? Ici, notre vecteur, le résultant, il va représenter nos deux forces, fait qu'il va être quelque part un peu entre les deux, là. Donc, on est encore dans le premier cadran assurément. Alors, on n'a pas besoin de modifier le 73 degrés. Pour la question C, on a ici juste la réponse qui est donnée, fait que je vais aller le faire avec vous sur un petit tableau. Bon, donc, voici ce qu'on a. Je vais aller juste prendre note des orientations pour commencer. On voit que la force 1 est à 90 degrés, mais même celle-là, on va pouvoir aller juste par observation
avoir la grandeur des composantes. Mais la force 2, elle, elle se trouve à une orientation qui est près de 360 degrés, c'est-à-dire en fait ici on a 45 degrés de moins que 360 degrés. Ce qui fait une orientation de 315 degrés pour la 2. Donc on va se servir de ça. La force 1, c'est toujours la grandeur de 120 newtons. Donc F1x, en fait, c'est 0 newton. Excusez mon chien si vous l'entendez. 0 newton parce qu'il n'y a rien en x. Puis F1y, toute la force est positive, donc 120 newtons en y. Pour la force 2, en x, on va faire la grandeur de la force 150 newton fois en x cos de mon 315 degrés. Ça donne ici 106,1 newton. Et en y, calcul similaire, mais avec le sinus, 150 sin de 315. On a cette fois moins 106,1 newton. Donc, c'est logique ici qu'on ait une composante négative en Y parce que, voyez-vous, en Y, on est vers le bas. OK? Puis, c'est positif en X parce qu'on est vers la direction des X positifs vers la droite. Les grandeurs des deux composantes ici sont pareilles parce qu'on est à 45 degrés entre deux axes. Donc, dans ce temps-là, ça donne comme ça. Donc, on veut la force totale dans les deux directions. Force totale en X, ben, je vais faire le 0 plus le 106,1. Donc, j'ai un total de 106,1 newton en X. Et pour la composante Y, force totale en Y, cette fois, ça va être 120 plus la composante moins 106,1. Alors, ça donne 13,9 newtons. C'est positif au total. Donc, on arrive bientôt à la réponse. Pour la grandeur de la force résultante, ou force totale, je vais l'appeler force totale cette fois, on fait la relation de Pythagore avec la composante en X de 106,1 au carré, plus la composante en Y 13,9 au carré. Alors, on obtient 107 newtons. Puis, pour l'orientation, on fait tan de moins 1, arc tangente de la composante Y de 13,9 sur la X de 106,1. Puis là, ça va nous donner un angle. Ça nous donne un angle de 7,5 degrés. Mais là, attention. OK, donc on doit vérifier ici, est-ce que c'est la bonne orientation, le 7,5 degrés. C'est un peu difficile d'après le schéma parce que c'est difficile de savoir quand on n'est pas à l'échelle, est-ce que la résultante, on sait qu'elle est entre F1 et F2, mais est-ce qu'elle est dans le cadran 1 ou juste en dessous dans le cadran 4? C'est d'après le signe de nos composantes qu'on a la réponse. On le sait parce que on a eu deux composantes de résultantes positives. Ça veut dire que ça nous indique qu'on est dans le cadran 1. La résultante ici serait, bon, j'exagère son orientation, mais serait dans le cadran 1 comme ceci. Donc, ça veut dire que le 7,5 degrés, on n'a pas besoin de le corriger. On peut écrire notre réponse. Donc, la force totale, là, je mets ma flèche parce que je vais donner toute la réponse avec l'orientation. C'est 107 newtons à 7,5 degrés. On poursuit avec le numéro 6. À la page 146. Donc, on a ici deux enfants qui poussent sur une boîte avec chacun une force de 30 newtons, de la façon que c'est indiqué sur le schéma. Mais on nous indique qu'ils ne réussissent pas à faire glisser la boîte. La boîte demeure immobile. Donc, on demande c'est quoi la grandeur de la force de frottement exercée par le sol sur la boîte qui réussit à garder la boîte immobile. Donc là, on se doute que la grandeur de la force de frottement, dans le fond, l'effet des deux forces combinées des enfants, là, c'est ça devrait avoir pour effet, si ça glissait, de faire glisser la boîte vers la droite. Donc, la force de frottement, on imagine que est en dessous de la boîte. Là, on regarde du haut la situation présentement.
mais globalement, elle est vers l'arrière pour empêcher le glissement de la boîte. OK? Donc ça, c'est une vue du haut, mais elle agit sur toute la surface de la boîte, là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va vraiment aller rapporter notre diagramme de corps libre sur un système d'axes, un plan cartésien. Ça va clarifier un peu les orientations des forces et la situation. Donc ici, j'ai mon système d'axes XY. Donc, la force faite par les enfants, dans mon plan cartésien, là, je dois placer le début de la flèche à l'origine. Alors, l'enfant qui fait une force vers le bas, là, ça va agir de cette façon-ci. Disons que je l'identifie comme la force 1. OK, ça c'est ma force F1. Ensuite, celle qui agit un peu vers le haut, ça va être ma force F2. Donc, elle va être comme ceci. À noter que ce n'est pas à l'échelle, là, parce qu'on a des angles de 45 degrés. Je peux tout de suite les mettre dans le schéma. On sait qu'entre la force 1 et la verticale, il y a un angle de 45 degrés. Donc, on va pouvoir aller placer 45 degrés ici. Dans le fond, c'est tous des 45 degrés, là. Comme ceci. Maintenant, il me manque que ma force de frottement. Donc là, si vous ne le voyez pas tantôt, là, ça clarifie sur le schéma ici qu'elle doit absolument être vers les X négatifs, cette force-là. Donc, pour aller annuler l'effet des deux forces combinées qui sont vers la droite. Alors voilà pour maintenant les orientations de chacune de nos forces. La force 2, c'est la plus simple. Elle est orientée vraiment à 45 degrés. En partant dans le sens anti-horaire à partir de X. Maintenant, la force de frottement, elle se trouve, vous voyez ici, là, à 180 degrés d'orientation. Puis, la force F1, elle est à 45 degrés de moins qu'un tour complet. Donc, 360 moins 45, j'ai 315 degrés ici d'orientation. OK. Alors, on nous demande de calculer la force de frottement. On sait que c'est immobile. Donc, si c'est immobile, la force totale en X devrait être égale à 0. Et la force totale en Y devrait être égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération. Là, si j'analyse mon diagramme de force, ben, je cherche une force qui est horizontale. Alors, il n'y a pas d'utilité ici à analyser la direction Y. Ça, c'est inutile. On va vraiment aller se concentrer sur les X. Alors, je vais écrire mon équation directement ici. J'ai la force totale en X, je la réécris là, égale à 0. Alors, si je fais F1X, ça va être la force qui est de 30 fois le cosinus de son orientation de 315 degrés. Ensuite, j'ajoute la force 2 en X, 30 cos de 45 degrés. Et finalement, j'ajoute la force de frottement. Là, sa valeur, sa grandeur est inconnue. J'ai laissé le symbole, mais je connais son orientation qui est de 180 degrés. Donc, toute cette somme devrait donner 0. Je vais calculer les chiffres pour les deux premières composantes. 30 cos de 315, ça me donne ici une force de 21,21 en X. Ensuite, 30 cos de 45, ça donne la même chose. OK, 21,21. Puis là, j'ai plus force de frottement fois cos de 180, ça fait moins 1. Donc, je multiplie par moins 1. Tout ça donne 0. OK. Bien, vous voyez ici que, dans le fond, je peux réécrire mon équation comme, je vais combiner là, les deux 21,21 ensemble. Ça me fait 42,42. Moins force de frottement égale 0. Donc, j'ai trouvé la grandeur de la force de frottement. C'est 42,42 newtons. On nous disait de trouver seulement sa grandeur. Donc, ça, c'est notre réponse. On n'a pas besoin de donner l'orientation dans ce cas-ci, mais si on avait à la donner, c'était le 180 degrés qu'on a calculé.
OK. Alors, aux pages 153-156, vous avez les numéros 1, 2, 3. Donc, je vous fournis les réponses ici. C'est plus des questions conceptuelles. Fait que je vous demande de bien lire, réfléchir à la réponse, mais aussi, un coup que vous avez la question, voir si vous comprenez. La réponse, je veux dire. Un coup, vous avez la réponse. Maintenant, on va poursuivre avec la question 5 à la page 154. Donc, ici, c'est le premier numéro d'une série de numéros où est-ce qu'on va réutiliser des concepts qu'on a vus à la section 2. C'est-à-dire, on va retravailler avec des équations du MRUA pour trouver des accélérations qu'ensuite on va pouvoir utiliser dans la deuxième loi de Newton. Donc, ici, on a un astronaute qui fait une force constante pendant 5 secondes sur un satellite de 550 kg qui était initialement immobile. Puis là, le satellite se déplace de 0,75 mètres et on demande quelle grandeur de force l'astronaute a appliquée. Donc, si on résume les informations qui sont données pour trouver l'accélération, bien, c'est une force qui est exercée pendant 5 secondes. On a un delta T. Ça s'est fait à partir de... C'était initialement immobile, donc la vitesse initiale est 0. Puis le satellite s'est déplacé de 0,75 mètres, donc on a notre déplacement. Si on considère ces informations-là, on cherche notre accélération pour pouvoir l'utiliser ensuite dans la deuxième loi de Newton. Bien, l'accélération, ici, si on veut la trouver, il faudrait éviter de travailler avec la vitesse finale parce qu'on ne la connaît pas. Alors, c'est l'équation que vous voyez ici, de la page 60, une équation du MRUA qui va nous permettre d'aller calculer l'accélération. Quand on insère nos valeurs là-dedans, on s'aperçoit que le premier terme ici est 0, OK, parce qu'on a la vitesse initiale de 0 multipliée par un delta T de 5. Donc, finalement, on peut isoler relativement facilement la valeur A. Comme ceci, on trouve 0,06 mètres par seconde carré d'accélération. Et comme je disais, maintenant, on peut insérer ça dans la deuxième loi de Newton. Puis là, ça ne serait pas compliqué cette fois comme calcul parce qu'on n'a qu'une seule force. Donc, on va dire que notre axe des X, c'est dans la direction de la force. Ici, on a la masse qui est fournie pour le satellite, 550 kg, puis on multiplie par notre accélération et on trouve que la force totale qui a été exercée est de 33 newtons. Donc, la démarche que vous voyez ici va revenir dans plusieurs exercices. Fait qu'il va falloir retourner de temps en temps à votre tableau de la page 60. Je vous rappelle que ces équations-là, les équations du MRUA, sont fournies dans la feuille de formule dans les tests. Donc, vous allez toujours pouvoir vous y référer. Il faut savoir les utiliser. Donc, maintenant, on passe au numéro 8. On dit quelle est la force résultante nécessaire pour faire passer un skieur nautique dont la masse est 82 kg de l'immobilité à une vitesse de 15 mètres par seconde sur une distance de 30 mètres. On considère l'accélération qui est constante. Donc ici, c'est une situation similaire, sauf que cette fois, on nous donne une vitesse initiale et une vitesse finale. OK? On passe de l'immobilité à une vitesse finale de 15 mètres par seconde. Et l'autre information, c'est que ça s'est fait sur une distance de 30 mètres. Donc, le déplacement ici, 30 mètres. Alors, quelle équation va nous permettre de calculer l'accélération à partir de ces paramètres-là? C'est l'équation avec les vitesses au carré. Donc, voilà, on insère nos informations dans l'équation. Puis, après ça, on va pouvoir isoler donc l'accélération qui est ici de 3,75 mètres par seconde carré. Donc, dernière étape, comme tantôt, il n'y a qu'une seule force qui tire là, le skieur nautique. Donc, on prend sa masse de 82 kg, on multiplie par l'accélération et on obtient la force qui est exercée sur lui, qui est 307,5 newtons. On est maintenant rendu à l'exercice 4A de la page 188. Donc, on nous dit qu'on a une voiture de 980 kg qui roule à 60 km par heure et soudain, un chat traverse la rue devant la voiture et là, la personne applique les freins pendant 1,2 secondes, ce qui fait une force de 5200 newtons sur la voiture. Donc, on demande quelle sera la vitesse de la voiture en mètres par seconde après 1,2 secondes. Donc là, on fait un peu le même raisonnement qu'on a fait dans les deux précédents exercices, c'est-à-dire on va utiliser un peu les mêmes équations, mais on va le faire à l'envers. On va commencer par la force qui est donnée.
Si on y va avec la deuxième loi Newton, on sait que la force qui agit sur la voiture va être égale à la masse fois l'accélération qui est produite. Comme on n'a qu'une seule force encore, donc on va pouvoir trouver directement l'accélération. Donc ici, j'ai tenu compte du signe comme, c'est-à-dire notre force, je l'ai considérée négative, ce qui va faire une accélération négative, là, mais le signe est plus ou moins important à cette étape-ci dans le problème. On pourrait dire travailler avec des positifs, il faut juste réaliser que c'est une voiture qui va ralentir, OK? Mais donc, si je mets une force négative, donc le freinage, ici, 5200 newtons, et la masse de la voiture, ben là, je peux isoler la composante X de l'accélération. Alors, c'est moins 5,31 mètres par seconde carré. Maintenant, je passe à mes informations sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Premièrement, on nous donne la vitesse initiale de la voiture qui est 60 km par heure, mais on doit donc transformer ça en mètres par seconde. Donc, je vous rappelle ici le calcul, on doit multiplier par 1000 et diviser par 3600. Ça fait 16,7 mètres par seconde. Donc, ça, c'est notre vitesse initiale. On cherche la vitesse finale après 1,2 secondes, donc on a notre intervalle de temps, puis on sait maintenant que la voiture ralentit. Fait que si jamais vous aviez trouvé une accélération en valeur absolue ici, il faudrait à ce point-ci indiquer que c'est un ralentissement, donc une accélération de signe contraire à la vitesse. Et là, on peut aller déterminer la vitesse finale à partir de l'équation que vous voyez ici, qui est aussi l'équation A égale delta V sur delta T. Elle est simplement écrite différemment ici, dans une forme où la vitesse finale est déjà isolée. Donc, on insère nos informations là-dedans. Puis, on peut calculer que la vitesse finale va être de 10,29 mètres par seconde. Pour être sûr que vous n'êtes pas trompé dans votre calcul, supposons que vous aviez oublié le moins devant l'accélération, là, bien, vous savez que la voiture doit ralentir, donc elle ne pourrait pas avoir une vitesse finale plus grande que celle qu'elle avait au début. Fait que ça, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez vérifier pour des fois détecter une erreur, là. Donc ici, on ne demande pas la question B. On va donc passer à la page 215. OK. On a au numéro 2 un chat qui a un poids de 70 newtons. Il dort dans un petit hamac. On dit que les cordes qui retiennent le hamac de chaque côté forment des angles égaux de 20 degrés avec l'horizontale. On demande la tension dans chaque côté du hamac. Donc, on demande la force ici F, là, qui permet de soutenir le chat. Donc, là, mon 20 degrés, je pense que je l'ai un peu exagéré, là, mais c'est pas à l'échelle. C'est juste un diagramme de corps libre pour voir avec quoi on travaille. Donc, on a la force gravitationnelle vers le bas, puis deux tensions. Ce sont des forces qu'on cherche de grandeur égale qui agissent comme ceci. Donc, on va y aller assez rapidement. Vous commencez à être un peu habitué à ce type de situation-là. Mais vous savez donc qu'à cause qu'il n'y a pas d'accélération, le chat ici est immobile, il est bien installé, ben ça veut dire que la force totale en Y est 0. OK? J'ai juste parlé du Y ici. Pourquoi? Ben, c'est parce que on veut, si on travaillait en X, on aurait seulement que des inconnus. La force F est inconnue. La force gravitationnelle, on veut pouvoir l'utiliser, c'est l'information qui est donnée, mais elle se trouve en Y. C'est pour ça que je vais focuser sur cette direction-là. Donc, on fait la somme des composantes Y de toutes les forces. La force F de chaque côté du hamac est inconnue, fait que j'ai laissé le symbole. Dans celle qui est à droite, on voit qu'elle est orientée à 20 degrés, donc sin de 20 degrés. Ensuite, plus le F pour la deuxième qui est à 160 degrés. Puis, finalement, plus la force gravitationnelle, j'aurais pu écrire mon chiffre, là, je l'ai, cette force gravitationnelle-là, c'est 70, OK? Sin de 270 degrés. Puis ça donne 0. Donc, en isolant, vous allez trouver que la force F est de 102 newtons. Donc, dans chacun des segments ici de cordes qui retiennent la hamac, on a 102 newtons. Donc, ça termine avec deux autres exercices, là, mais je vous donne juste des pistes et les réponses, OK? Donc, on a le numéro 3 qui est, ici, c'est Bernard qui tire son chien. Mais le chien, il coopère pas très bien, là. Donc, on a la force qui est faite par Bernard, 100 newtons. On a son orientation. Puis, on demande
on demande la grandeur de la force normale exercée par la glace sur le chien. On nous dit de supposer qu'il n'y a pas de frottement entre la glace et le chien, donc il n'y a aucune autre force qui est présente. Force gravitationnelle ici qui est contrebalancée par la normale, puis aussi par la force de tension. Donc ici, vous allez faire un calcul en Y parce qu'on cherche la force normale qui est en Y. Il n'y a pas d'accélération verticale. Fait que vous allez tenir compte de chacune des composantes et vous devriez trouver que la force normale du chien, qui est supportée, dans le fond, que le chien subit pour être supporté, c'est 279 newtons en grandeur. Puis finalement, vous avez le numéro 6A, A et B en fait. Le A, c'est le diagramme de corps libre, donc une pierre qui est sur un talus, là, une pente inclinée à 26 degrés. Puis on nous dit que on nous demande c'est quoi la force de frottement nécessaire pour maintenir la pierre immobile. Il n'y a pas d'accélération, elle est immobile, donc on va y aller ici avec une somme des forces en X, où la force résultante en X égale la masse fois l'accélération en X, mais donc égale à 0 parce qu'il n'y a pas d'accélération. Et je vais vous rappeler ici que dans un cas incliné comme ça, on choisit un axe des X qui suit l'inclinaison de la pente. Okay? Si vous ne vous rappelez pas comment calculer l'orientation de la force gravitationnelle dans un cas comme ça, je vous réfère à la 32e minute des cours, du vidéo des cours 16-17. Je l'expliquais alors là, comment aller chercher les angles dans un schéma comme ça pour trouver l'orientation de la force gravitationnelle. Donc, après ça, on peut procéder par la même démarche que d'habitude pour calculer la force qu'on cherche, qui est la force de frottement. Donc, on se laisse sur ceci aujourd'hui. On va au prochain cours faire un document d'exercice de révision. Dans le fond, vous allez faire ça, puis ça va vous préparer pour le test formatif qui va être dans 2 cours. Donc, le test formatif ne vaut pas de points au niveau du bulletin. Ça va être donc pour vous replacer là, par rapport à la matière pour être bien sûr de bien vous aligner pour les évaluations, l'évaluation finale. Donc, c'est ce qui s'en vient dans les prochains cours. Puis, je vous souhaite une bonne semaine. Merci, bye bye.